Ok, super. Merci beaucoup, Maryse. Ça n'a pas été facile, mais vous êtes là, c'est le plus important. Donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Parcours Inspirant. Donc, pour ceux dont c'est la première fois, sachez que ceci est une initiative de Leading Change Africa et à travers cette initiative, nous avons comme ambition ou objectif de mettre en lumière des femmes et des hommes dont les parcours peuvent justement inspirer, informer et ouvrir de nouvelles perspectives à la jeunesse africaine. Comme vous le savez, on aime très souvent dire que non seulement il y a un potentiel au niveau de la jeunesse africaine, mais souvent ce qui manque, ce sont les opportunités, l'écosystème ou même les role models, les gens qui peuvent justement à travers leur parcours montrer que c'est possible. Et c'est ce que nous essayons de faire avec ce genre de série de rencontres chaque 2 mois. Donc nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Et avant de commencer, j'aimerais juste faire quelques rappels rapides pour nous rassurer d'avoir une session quand même convenable à tous. Donc, comme je le disais tantôt, n'écrivez pas sur l'écran, s'il vous plaît. Et merci de garder, par exemple, vos microphones en mode silencieux pendant les présentations afin d'assurer une bonne qualité de l'audio pour tout le monde. Nous vous encourageons également à allumer vos caméras pour plus d'énergie positive pendant les présentations, même après. Et toutefois, si cela est possible, vous êtes vraiment invités à nous rejoindre en caméra pour plus de chaleur humaine. Donc, comme vous le savez et comme je vous ai déjà dit, la session sera enregistrée et partagée ultérieurement sur notre chaîne YouTube. Ainsi, les personnes qui ne peuvent pas assister aujourd'hui pourront la visionner plus tard ou vous pourrez vous-même la partager avec votre réseau après cette session. Alors, pendant toute la session, vous pouvez également écrire vos commentaires et vos questions dans les chats. Nous allons les recueillir et ouvrir une session de questions-réponses à la fin de l'intervention de notre invité Maryse. Donc, encore merci à toutes et à tous pour votre présence. Donc, je me présente, c'est Awamega et j'ai le plaisir d'être votre modératrice ce soir. Je suis la directrice des opérations et de l'engagement à Leading Change Africa. Et pour celles et ceux qui découvrent notre organisation, Leading Change est une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis. Nous œuvrons à élargir l'accès à l'éducation, au leadership, à l'entrepreneuriat, à l'innovation et aux opportunités économiques pour les jeunes et les communautés sous-représentées en Afrique et au-delà. Donc, l'organisation est basée aux États-Unis, certes, mais nos actions se font en Afrique et nous œuvrons dans plus de 15 pays africains, en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Et comme je vous ai dit tantôt, je suis également basée ici aux États-Unis. Alors, notre vision, c'est de contribuer à bâtir justement une génération de leaders capables de transformer positivement leur communauté grâce à la connaissance, à la bonne information, aux bons outils, aux bonnes ressources, l'innovation, l'action et justement l'entrepreneuriat que nous prenons et dans lequel on investit ici à Leading Change. Donc, à travers nos programmes, nos formations, les mentorats, les différentes compétitions, les conférences, les partenariats, nous accompagnons les jeunes dans le développement non seulement de leurs compétences, mais aussi de leur potentiel et également de tout ce qu'ils ont comme réellement talent ou vision et à mettre au service de leur communauté respective. Donc, si vous souhaitez rester connecté avec nous, comme je vous l'avais dit tantôt, et découvrir davantage nos prochaines activités, nos différentes opportunités, ou rejoindre notre communauté tout simplement, n'hésitez pas encore une fois à scanner les QR codes affichés à l'écran ou à nous suivre sur toutes nos plateformes en tapant sur Leading Change Africa, peu importe la plateforme sur laquelle vous vous retrouvez. Donc, pour faire court, je vais introduire rapidement notre vedette de cette rencontre. Donc, la véritable star de l'événement, c'est notre invitée, Maryse Traoré. Nous sommes profondément reconnaissants qu'elle ait accepté de consacrer une partie de son temps précieux pour partager son expérience avec notre communauté, non seulement de boursiers, mais aussi la communauté élargie. Donc, Madame Traoré Sedogo est fondatrice et directrice générale d'Aurora Drilling, première femme burkinabé à diriger une société de forage minier.
première femme burkinabé à diriger une société de forage minier. Je reprends parce que ce n'est pas commun, c'est extraordinaire. Et c'est un réel plaisir d'avoir avec nous quelqu'un d'aussi inspirant, un rôle modèle pour la jeune génération, surtout la génération féminine. So, Maris cumule plus de 18 années d'expérience. Quand je dis expérience, il s'agit de réellement tout ce qu'elle a eu à faire, non seulement dans le domaine minier, mais également lorsqu'il s'agit d'autres choses, d'autres actions dont vous aurez l'occasion d'en apprendre plus. Donc, elle a évolué dans les secteurs miniers et énergétiques en Afrique et au Canada. Elle siège également au conseil d'administration de la Chambre des mines du Burkina Faso et occupe les fonctions de secrétaire chargé de la promotion du genre au sein de cette institution. Donc, son leadership, son expertise et son engagement en faveur de la place des femmes dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes font d'elle justement une source d'inspiration pour de nombreuses personnes à travers le continent. Donc, Madame Traoré, c'est Logo, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Et ceci n'est qu'un bref aperçu de son parcours et on aura la chance d'entendre davantage sur elle tout au long de la session. Donc, c'est un privilège de vous accueillir aujourd'hui. Je vous cède maintenant la parole. Et pour ce faire, rejoignez-moi, envoyez vos réactions, applaudissements, you know, amenons de l'énergie positive ici justement pour accueillir notre invité spécial. Merci beaucoup. Merci vraiment, Eva, pour cette présentation. Souvent, lorsque j'entends la présentation, je me demande moi-même si c'est toujours de la même personne dont on parle. En tout cas, merci pour cette présentation généreuse et ça permet justement aussi de remettre en perspective le parcours que l'on a eu. C'est d'ailleurs ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Mais je vais commencer par remercier, vraiment remercier Leading Change Africa parce que votre mission est noble, celle réellement de façonner en Afrique les compétences, en Afrique donc la jeunesse et de d'impacter à travers tout un réseau, de toucher plusieurs pays. Je tiens à vous féliciter pour votre engagement et vous remercier pour l'honneur que vous me faites d'être présente aujourd'hui. J'espère que je serai à la hauteur, on va dire, justement, des attentes qu'il y a ici. En tout cas, je vais être vraiment très authentique, partager mon parcours et j'espère bien sûr qu'on pourra ensemble déceler, on va dire, les certaines clés qui, moi, en tout cas, m'ont aidé pour arriver jusque là où je suis aujourd'hui. Si vous me permettez, peut-être pour ne pas vivre encore les petits bugs techniques, je vais juste éteindre ma caméra le temps de ma présentation. Je vais vous partager mon parcours et je vais certainement revenir pendant la conclusion aussi pour que justement, c'est vrai que d'ouvrir la caméra, c'est vivifiant, ça permet de partager, mais je voudrais vraiment que l'essentiel de mon message se fasse sans aucune interruption. Donc, je vais fermer actuellement ma caméra et garder mon micro ouvert et je vais partager mon écran pour ma présentation. Super, je vais arrêter de partager pour moi. Donc, Parfait. Je partage mon écran. Est-ce que vous le voyez maintenant? parfaitement clair. Yeah, on arrive à voir. Super. Alors, rebonsoir à tous. Et comme je disais tout à l'heure, lorsque j'ai été approchée pour réfléchir concrètement du sujet que je voulais qu'on puisse partager ici ensemble pendant une heure, j'aurais pu vous parler de plusieurs sujets, de l'entrepreneuriat, j'aurais pu vous parler de ce qu'être une dirigeante, mais de ce qu'être une administratrice au sein de la Chambre des mines. Mais je me suis demandé, euh, lorsque j'avais 25 ans, dans mon passé, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me raconte, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise sur le parcours qui aurait permis d'arriver à tout ce que l'on dit justement que j'ai bâti et dont je suis effectivement moi-même la plus privilégiée et humble d'observer dans mon parcours professionnel. Alors je me suis dit, je pense que tout se résume de par mon expérience principalement au fait d'oser prendre sa place, au fait de
de développer sa compétence, mais au fait aussi de rechercher beaucoup plus l'impact que l'on peut laisser et de réaliser que ce n'est jamais donné, ce n'est pas donné. Il va falloir oser et prendre des risques pour obtenir cette place. Donc, j'ai intitulé notre conférence aujourd'hui Oser prendre sa place, de la compétence à l'impact. Je vais sur cette diapositive rapidement, mais vraiment rapidement, vous parler un peu de la femme que j'ai été, qui a vécu dans 6 pays pendant 3 décennies et aussi de la conviction que j'avais. Je dis 6 pays, pourquoi? Parce que je suis née au Burkina Faso, je suis burkinabé. Mais à l'âge de 4 ans, avec la famille, les opportunités familiales m'ont emmené à quitter le Burkina Faso. Donc, j'ai grandi dans de nombreux pays en Afrique de l'Ouest. J'ai fait l'enfance et la scolarité principalement en Côte d'Ivoire, au Mali, au Tchad. Donc, vous voyez un parcours qui m'a permis de développer concrètement l'importance de chercher à comprendre l'autre pour pouvoir s'installer et évoluer. Ensuite, lorsque j'ai eu mon baccalauréat, c'était au Mali, c'est là que j'ai pris la décision d'aller au Canada, où j'ai commencé à l'Université d'Ottawa pour obtenir mon bachelor en administration des affaires, donc avec l'option gestion internationale. Le parcours que j'ai eu dans ces différents pays qui m'a été, on va dire, apporté par le parcours finalement familial, m'a en tout cas insufflé depuis très longtemps l'idée concrète comme quoi je voudrais aller à gérer à l'international, l'idée concrète comme quoi les cultures sont diverses, mais elles peuvent coexister et il faut plus chercher à connaître l'autre au lieu de convaincre. Avant de chercher de convaincre, il faut savoir, mais qui est l'autre en face de soi. Donc, j'ai été à l'université d'Ottawa, comme j'ai dit, j'ai eu mon bachelor en administration des affaires avec option gestion internationale que j'ai passé avec honneur. Ensuite, j'ai été au HEC, aux autres études commerciales de l'Université de Montréal, où j'ai obtenu un master en administration financière. Donc, c'est l'équivalent vraiment du MBA que j'ai obtenu aussi avec honneur, pardon. Tout ça pour dire que la compétence était réellement un des éléments qui, je crois, a été insufflé depuis la famille, les parents, mais qui vraiment m'a aussi porté dans mon parcours. J'ai eu à vivre dans d'autres pays comme le Mexique. Donc, vous voyez sur la carte, j'ai quitté le Canada, je suis venue au Mexique. C'était en échange pendant à peu près 6 mois où j'avais pour ambition de maîtriser l'espagnol. Donc, c'était vraiment dans un pays que je ne comprenais pas. C'est aussi un des risques qui m'a permis, vous voyez, à chaque étape de choisir, de laisser le confort, de laisser l'environnement connu pour arriver dans un environnement inconfortable, inconnu et qui ont certainement joué dans la croissance que j'ai pu avoir moi dans mon parcours. Vous voyez une chose, le point de départ. J'ai osé ici retrouver, ça a été un peu difficile et vous voyez que la photo est floue, mais vous voyez, moi, à l'âge de 4 ans, quand je quittais le Burkina Faso, et moi, similairement aujourd'hui, au titre que j'ai d'administratrice, de fondatrice et de directrice générale d'une société de services de forage minier, le point de départ qu'il faut savoir dans tous les cas, c'est que les leaders, ils ne naissent pas leaders. Ils se construisent sur la base de leurs habiletés, sur la base de leur expérience. Et je vais vous raconter, moi, ce qui m'a construit, ce qui m'a permis de quitter la petite fille de 4 ans que vous voyez sur cette photo pour arriver un peu à celle à côté, sur sa droite, qui me représente aujourd'hui. La première partie dans mon parcours, c'était premièrement le choix de la compétence.
En fait, avant de vous parler des risques que j'ai eu à prendre dans ma carrière, moi, je peux commencer par vous dire une chose, c'est que tout ce qui dépendait entièrement de moi, il fallait vraiment que je m'y consacre pleinement et que je développe pleinement de mon mieux pour y réussir. Et donc, moi, tout ce qui dépendait de moi pendant mon enfance, c'était, on me disait tout le temps, on t'a envoyé à l'école, réussi à l'école. C'était vraiment de mener là-bas l'excellence, donc le choix de la compétence. Je ne pouvais pas choisir mon pays. Je ne pouvais pas choisir où est-ce que j'allais vivre. C'était les parents qui faisaient ce choix. Je ne pouvais pas choisir mon genre, c'est Dieu qui faisait ce choix. Je ne pouvais pas choisir le regard des autres. Ça, c'est eux-mêmes qui faisaient ces choix. Je n'avais pas de contrôle là-dessus. Mais mon niveau de compétence, ce que j'allais développer en moi, et c'est ça qui dépendait entièrement de moi. Et c'est vraiment le premier choix que j'ai fait de prendre très au sérieux ce qui était dans mes mains. Et en son temps, c'était les études. Donc, je vous ai parlé un peu rapidement de mon parcours et des diplômes que j'ai eus à l'université. Mais ce choix-là, je vous ai parlé peut-être du Canada. C'est des pays peut-être qui sont loin de nous aujourd'hui, mais je peux vous garantir que ce choix se fait exactement partout là où nous sommes. Euh, Avant d'arriver au Canada, je vous ai montré les différents pays où j'étais. J'ai été dans des écoles primaires comme un peu tout le monde, dans des écoles au lycée, etc. Donc ce choix de vraiment bâtir sa crédibilité, mais principalement sur sa compétence, était vraiment ancré, peut-être par l'éducation, certainement que mes parents y ont joué un grand rôle, mais était ancré, peu importe l'endroit où on était, où j'étais. Et cette exigence est restée, est toujours ancrée, j'allais dire, en moi, même dans mon rôle de dirigeante, de vraiment bâtir tout sur sa compétence et sur l'exigence que l'on peut avoir de soi-même. Donc, c'est le premier choix, j'allais dire, qui a vraiment joué ici dans mon parcours. Alors, l'autre choix, c'est vraiment celui de l'équilibre parce qu'on a tous beaucoup de choses à faire. Moi, j'avais, même lorsque je travaillais à temps plein, même lorsque je dirigeais des équipes, je suis une mère et en ce moment, j'avais un garçon qui avait à peu près 2 ans et je devais performer au travail et je devais performer dans ma famille. euh, Élever un enfant, lui donner des bonnes valeurs, lui permettre d'être une bonne personne dans la société et construire toujours cette famille. Et en même temps, j'estimais que je n'avais pas encore terminé mes études. Je me suis inscrite en ce moment-là au HEC pour pouvoir justement faire mon programme de maîtrise en administration euh, au HEC. Donc, j'avais le travail, j'avais la famille et j'avais mes études. Alors, imaginez un instant une journée de travail où on vous demande des objectifs à atteindre, où vous savez que vous avez des objectifs à atteindre. Ensuite, une famille où c'est vraiment dépendant de vous. Vous n'avez vraiment aucun choix parce que vous devez accomplir ce que Dieu vous a mis. Et si c'est un enfant, bon, ben, vous devez vous en occuper pleinement. Et en même temps, finir ses études. Donc, ça a été un autre élément qui dépendait de moi. Et je peux vous dire ici que j'ai acquis énormément pendant cette période très chargée, je vais dire, de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai compris que l'équilibre était essentiel pour permettre une progression dans le long terme, donc constante. On peut courir et atteindre des objectifs à court terme, mais si on veut que ces objectifs durent et soient pérennes dans le long terme, il va falloir accepter de trouver un équilibre. Et cette période-là, moi, m'a permis, par exemple, de comprendre quand est-ce que je vais mettre l'accent sur ma famille, quand est-ce que je vais mettre l'accent sur mes affaires, ou bien quand est-ce que je vais mettre l'accent sur mes compétences professionnelles, mes certifications et mes autres charges ou responsabilités en tant que professionnel dans le secteur des mines. Ça, c'était un autre élément, mais plus tard, vous comprendrez encore plus ce que j'ai voulu dire ici.
Et ensuite, l'autre élément, c'est de comprendre vite que c'est la préparation qui permet d'atteindre l'objectif. D'habitude, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu des soucis techniques, mais d'habitude, quand je vais prendre une situation ou un rôle ou un mandat ou un objectif à réaliser, je, je vais vraiment mettre un point d'honneur à préparer le moment où l'objectif doit atteindre parce que le résultat va pleinement dépendre de la préparation. Quand on voit des gens réussir, ne pensez pas que c'est arrivé tout d'un coup. Le succès arrive, oui, mais en fonction de l'état de préparation qu'aussi la personne a eu antérieurement. Donc, une personne qui inspire confiance, une personne qui rentre dans une salle, une personne qui a des responsabilités importantes et que vous pensez, waouh, elle arrive à réaliser de grandes choses. Une chose essentielle que moi j'ai compris avec aussi mon parcours, c'est que généralement, cette personne-là est arrivée à ce moment parce que le temps l'y a préparé, parce que les expériences l'y ont préparé et donc il faut du temps pour bâtir et pour réaliser concrètement les choses qui ont du succès. Voici, j'allais dire pour moi, ces trois éléments qui me conduisent encore quant à l'excellence et au patrimoine que l'on est capable de bâtir et de laisser aussi derrière soi en tant que dirigeant ou chef d'entreprise. Maintenant, je vous ai parlé à date et même dans la présentation, Awa aussi vous a parlé surtout, mais n'est-ce pas, de ce que l'on a accompli. Ce que je vous disais justement, c'est qu'on accomplit les choses grâce à la préparation. Mais il y a aussi des leçons que l'on prend des échecs. Et je peux vous dire que les échecs dans notre parcours à tous, êtres humains que nous sommes, peu importe les domaines que nous privilégions, peu importe le secteur où nous nous lançons, où nous nous projetons, nous aurons certainement des échecs. Si vous posez la question à des chefs d'entreprise et vous leur demandez, mais comment vous avez réussi à arriver à cette étape, souvent, s'ils sont authentiques et sincères, ils vont vous parler d'un moment difficile qui a été déclencheur, euh, qui leur ont permis de trouver des leçons et des clés qui ont permis de propulser, d'aller à une nouvelle étape, pardon, de leur parcours. Et moi, je l'ai appris pendant que j'étais étudiante. Alors, en son temps, je vous ai dit, je donne un point d'honneur réellement. Si on me donne un projet, moi, ce que je sais faire, c'est me concentrer pour donner le meilleur de moi pour ce qu'on m'a demandé de faire. Et à l'université, j'étais une étudiante qui avait justement des notes comme des A. Ça, c'était pour moi la façon de démontrer que je faisais bien et très bien ce qu'on m'avait donné et qui était dans mon contrôle. Et pendant ce moment où je suis en train d'étudier, comme je vous ai dit, d'éduquer les enfants et en même temps de travailler, ben, je viens avec cette certitude comme quoi ce que j'arrive à faire, moi, en tout cas, c'est les études. J'ai eu la preuve dans le passé que j'étais très bonne aux études. Et je me rentre dans une matière casse-tête. Je vous dis, je ne comprenais pas. Et c'était une expérience qui a beaucoup joué dans la confiance que je pouvais avoir en sentant l'étudiante que j'étais, donc j'avais 19 20 ans, qui pouvait beaucoup jouer sur la confiance que j'avais en moi-même. J'étais habituée à réussir parce que je me disais, je me concentre là-dessus, je sais que je peux le faire. Mais voici une matière, c'était une matière en statistique où je me concentre là-dessus, je fais de mon mieux, je vais voir les professeurs, je vais voir les étudiants autour, mais je n'y arrive pas. Et cet échec, parce que en ce moment, je le prenais comme un échec. Avec le temps, avec la maturité, l'expérience, je sais que c'était une leçon. Mais en ce moment, je le prenais comme un échec. Comment je peux arriver à C? Et en ce moment, la note de C, pour certains étudiants, allait dire, bon, c'est pas un drame. Mais c'est vrai que c'est pas un drame, mais c'était beaucoup plus profond pour moi parce que ça créait ce sentiment, mais comment je n'y arrive pas?
comment? Donc, c'est possible de se concentrer sur quelque chose, de tout faire pour réussir, mais finalement de ne pas y arriver. C'est possible, en fait, que euh, on donne tout de soi, qu'on aligne, on coche toutes les cases pour que tout fonctionne, mais qu'à la fin, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que, en fait, l'excellence n'est pas la perfection. Ça veut dire que on peut bâtir quelque chose aujourd'hui qui va échouer, mais ça n'empêche pas de recommencer. Et c'est en ce moment-là que je l'ai appris, sans forcément se remettre complètement en question quant à ses propres capacités, quant à ses propres compétences, disons cela comme ça. Moi, c'est cette période de ma vie qui m'a donné ces clés. Parce que lorsque j'ai échangé avec mon professeur et je me suis ouverte avec humilité dans cette fragilité du fait que je n'arrivais pas et que je donnais tout. Mon professeur me dit, mais regarde, moi, je vois une femme qui travaille, je vois une femme qui éduque son enfant et je vois une femme qui étudie. Le fait que tes études, là, tu n'as pas eu la note que tu veux, ça, on dirait que ça suffit pour tout balayer les autres espaces de ta vie où quand même ça avançait bien. Donc, il faut comprendre que on ne peut pas tout avoir au même moment et qu'il y a des saisons où certaines choses vont mieux fonctionner et il y a des saisons où certaines choses vont malheureusement échouer et ce n'est en soi pas un problème, d'autant qu'on ne se remet pas totalement en question quant à sa propre capacité. Donc ça, c'est une partie en fait des leçons que j'ai pu tirer. Maintenant, c'est sûr que je vous ai partagé cela. Mais je vous ai dit en partant, si aujourd'hui j'ai été capable d'arriver dans mon rôle d'entrepreneur, dans mon rôle de chef d'entreprise et de leader au sein du secteur des mines et de l'énergie au Burkina Faso, même en Afrique de l'Ouest, c'est parce que un jour, j'ai dû commencer à prendre des risques. Et ce sont les risques que j'ai pris qui réellement ont permis de véritablement déterminer mon histoire, en tout cas jusqu'à date, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et il y en a eu plusieurs, et je voulais partager avec vous, lorsque j'ai réfléchi, quels sont finalement les grands risques qui m'ont permis de bâtir ce parcours-là. Il y en a eu quatre à date, quatre risques qui ont pour ainsi dire, changer ma vie. Personnellement, professionnellement surtout. Ici, je focalise beaucoup plus sur le professionnel, mais c'est très, très lié, le rendement professionnel par rapport aussi à ce que nous vivons dans nos vies personnelles. Mais pour le but de notre conférence aujourd'hui, je vais focaliser principalement sur ce qui est professionnel. Les quatre grands risques se résument ainsi pour moi. Le premier grand risque pour moi, ça a été lorsque j'ai pris la décision de quitter le Canada alors que j'y avais étudié, alors que j'avais travaillé pendant 13 bonnes années, donc j'avais déjà bâti 13 années de carrière au sein d'institutions financières, que j'y avais progressé au fil des années pour diriger des équipes et de rentrer chez moi au Burkina Faso, ça a été un risque que j'ai pris en son temps. Le deuxième risque, ça a été celui de changer totalement d'industrie. Aujourd'hui, on me reconnaît pour mon impact au sein de l'industrie minière, pour ma capacité à gérer des entreprises et à développer des équipes qui sont dans le secteur des mines. Mais comme je vous l'ai dit à la base, 13 années de mon parcours, c'était vraiment dans les banques. Donc, j'ai pris un risque de changer totalement d'industrie sans pleinement repartir à zéro, mais quand même parce que c'était deux industries qui sont totalement différentes. Le troisième risque, ça a été vraiment celui de choisir sa croissance, donc de quitter un confort, celui, par exemple, d'être
au sein d'une société où on a une stabilité au niveau des salaires, où on a une stabilité au niveau de la promotion que l'on va avoir, un parcours professionnel quasiment défini pour finalement, le quatrième risque, créer une entreprise. Donc, tout investir, c'est ce qu'on avait pu mettre en économie, c'est tout investir sans aucune garantie de succès. Donc, ce sont les quatre grands risques que je voulais aujourd'hui discuter avec vous. Prenons le plus grand risque, le tout premier. Vous voyez, la Banque de Montréal au Canada, comme je disais, euh, je vous présente ici certains chiffres très rapidement parce que c'est vraiment la première banque au Canada. Donc, elle a été fondée dans les années 1817. C'est la plus ancienne des banques. C'est vraiment la première banque au Canada avec des 13 millions d'employés, de clients qu'ils servent en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, aussi au Mexique. Donc, des actifs qui dépassent les milliards en dollars et des collaborateurs qui dépassent 55 000 employés. C'est vraiment une grosse institution. Et moi, j'avais eu ce privilège, n'est-ce pas, de faire partie. J'ai commencé, comme j'aime le dire, en bas pendant que j'étudiais à la caisse et progressivement de prendre des rôles de gestion, d'abord de portefeuille de clients, ensuite des gestions de portefeuille d'entreprise, ensuite de gestion d'équipe pour arriver jusqu'à diriger en fait des équipes mais dans le domaine bancaire. Et un beau jour, la question qui m'est venue, la question en fait que la vie m'a posée, c'est que es-tu prête à quitter cette stabilité dans cette institution stable et à rentrer chez toi? Et c'est vraiment un risque que je ressentais, l'appel vraiment de revenir au Burkina Faso, l'appel de revenir au continent qui ne faisait peut-être pas du sens, qui ne faisait peut-être pas la logique pour certains, mais j'avais l'intime conviction qu'il fallait revenir et c'était un risque en ce moment-là. Et c'est probablement comme cela réellement qu'a commencé ma véritable histoire au sein du secteur minier. Lorsque j'y pense, euh, à la Banque de Montréal, j'y ai travaillé, j'ai grandi, j'ai appris la finance, j'ai appris la gestion du risque. Lorsque j'y pense, il fallait passer par cette case-là. J'ai appris aussi ce qu'est une carrière stable, la gestion des équipes. Et c'était une trajectoire qui était prévisible. Elle était prévisible, mais lorsque j'y pense, c'était vraiment des compétences qui pouvaient et qui devaient, en mon sens, servir dans ma patrie, dans mon pays, au Burkina Faso. Certains prennent le temps justement de préparer cette transition, ce que je trouve bien, mais le fait que moi, je n'avais pas forcément un poste au Burkina Faso qui m'attendait au sein d'une banque ou ailleurs, mais que j'ai pu faire ce grand risque aujourd'hui, m'a payé. C'était un gros risque, mais ça m'a payé. Le plus grand risque, c'était pas de quitter le Canada, mais c'était d'y rester juste par peur de quitter le confort. Voilà, par peur. Souvent, le confort, en fait, peut devenir pour nous une belle prison. C'est là une grande leçon que j'ai pris aussi, la première, avec ce premier risque qui m'a permis d'évoluer dans mon parcours professionnel. Quel était le deuxième risque que j'ai eu à prendre? Je vous l'ai dit, c'était celui, avec le recul, de changer totalement d'industrie. Non seulement je change de pays, je change de continent, mais je change pleinement d'industrie. Alors, cette décision, s'il faut être très transparente, peut-être c'est imposé à moi. Parce que lorsque je suis rentrée au Burkina Faso, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas ici un travail qui m'attendait. Il fallait venir chercher un poste. Donc, mon premier réflexe a naturellement été de chercher là où j'avais déjà accumulé une grande expérience, c'est-à-dire dans les banques. Je rentre, je frappe aux portes des grandes banques, donc ici au Burkina Faso. Je ne trouve pas le poste qui me convient, c'est-à-dire celui où j'aurais pu
développer mon potentiel, celui où je serais à l'aise de travailler. Il n'y avait pas cet emploi-là qui m'était proposé, malgré le fait que je rentrais dans les banques avec mon CV de leadership dans le secteur des banques. Vous voyez comme quoi vous pouvez avoir une grande expérience, une grande compétence, une grande connaissance, mais vous pouvez aussi rentrer dans une industrie, dans un autre pays où ce n'est pas exactement ce dont on a besoin au moment où vous présentez ces compétences. Alors, qu'est-ce faut faire en ce moment? C'est d'être ouvert aux opportunités, qui vont se présenter à vous. Donc, pendant que moi, je continuais à chercher dans les banques, on est venu me chercher dans le secteur des mines. J'ai dit, mais je ne connais pas les mines. Je ne suis pas géologue. Je ne suis pas ingénieur minier. Je connais les finances, je connais la comptabilité. C'est vrai que ce sont les mêmes principes, euh, mais je ne l'ai jamais exercé dans le secteur des mines. Et pourtant, on m'a proposé un poste dans le secteur des mines. C'était un gros risque que je devais faire. Est-ce que j'allais être capable de transférer ces compétences? Et si j'arrivais dans ce secteur, mais que l'échec justement du passé te dit souvent, est-ce que tu seras euh, celle qui va réussir à finaliser pleinement et selon ton fort potentiel le mandat que l'on te met dans les mains? Et donc, lorsque j'ai décidé de faire quand même ce pas et de rentrer dans l'industrie secteur minier, je rentre en tant que responsable avec mes capacités comptables, avec mes capacités financières et je rentre pour apprendre aussi. C'est pour dire que nous nous définissons par nos métiers, par notre cursus académique, par aussi notre cursus professionnel, mais cela ne doit en jamais nous limiter. Ça veut dire qu'on peut transférer ce que l'on a acquis ailleurs et que l'on doit transférer ce que l'on a acquis ailleurs, mais ça ne peut pas définir pleinement les secteurs où l'on va évoluer. Moi, ce que j'avais en main, c'était la gestion des risques, c'était les questions d'état financier, les questions comptables, la rigueur analytique, oui, le leadership parce que j'avais géré les équipes, mais je n'avais pas les mines. J'étais banquière, j'étais pas dans le secteur des mines. Et il m'a fallu rentrer dans ce secteur avec l'ouverture pleine d'esprit, l'état d'esprit comme quoi ici oublie toute la carrière en termes de responsabilité, en termes de direction et soit ouverte à apprendre. Le leadership, c'est aussi cette capacité-là d'apprendre. On recommence pas à zéro, mais on n'est pas loin. Et cette leçon, elle est essentielle pour les jeunes. Je peux vous dire qu'il m'arrive souvent en entreprise de recevoir des CV de personnes qui ont fini avec le diplôme, par exemple, d'ingénieur, peuvent en être fiers, c'est un grand diplôme, mais ils demandent déjà des postes de directeur à l'ingénierie. Or, ce qu'il peut être mieux de faire, c'est de commencer en acceptant de comprendre et de construire son expérience tout en ayant l'ouverture de dire, ce n'est pas zéro tout ce que j'ai déjà fait, mais ce n'est pas loin d'eux. Alors, je vais réfléchir à la capacité d'apprendre et de transférer ce que j'ai pour grandir aussi dans ce nouveau secteur-là, les mines. Ça, c'était un risque que j'ai pris et un risque aussi qui a payé. L'autre risque, toujours par rapport à ce secteur et qui m'a grandement fait réfléchir, c'est qu'il y avait un autre défi. Non seulement je changeais de pays, de continent, je changeais d'industrie, je rentrais dans celui du secteur des mines. Et le secteur minier, c'est un secteur très masculin. Il faut imaginer être entouré, une industrie qui tourne 24 heures sur 24. C'est des engins lourds, c'est des engins dangereux. On travaille autour d'engins
qui sont souvent portés, il faut porter des charges lourdes. Donc, naturellement, ce sont les hommes qui grandissent dans ce secteur-là. Et moi, j'arrive en tant que femme dans le secteur des mines. Il m'arrivait très fréquemment, d'arriver et d'être la seule femme autour de la table pour discuter de décisions ou bien de diriger des équipes. Mais lorsque j'arrive sur le terrain, ils ne s'imaginent pas que c'est moi qui devrais leur donner les instructions. Ou du moins, ils n'ont pas l'habitude de voir des femmes qui leur donnent les directives et qui leur donnent les instructions. Au début, ça pouvait être frustrant parce que on se dit, écoute, euh, pourquoi est-ce qu'on n'associe pas forcément la femme dans des rôles de gestion? Mais c'était quelque chose qu'il fallait aussi bâtir. Et c'est en ce moment-là que moi, j'ai compris une chose. Je pouvais passer mon énergie, soit encore une fois à convaincre, ou alors je pouvais passer mon énergie à exceller, à exceller dans mon rôle. Et c'est ce choix-là que j'ai fait. J'ai choisi l'excellence. Donc, d'investir dans l'excellence, c'est ce choix-là qui a aussi payé pour moi dans mon évolution de carrière. Parce qu'en ce moment, vos résultats parlent pour vous-même. Vos résultats, à un moment, commencent à parler plus fort que les préjugés qui auraient pu exister. Si vous êtes déjà arrivé d'être dans un environnement de travail où vous sentez que vous êtes peut-être minoritaire, où on ne vous attend pas dans votre rôle, il faut le conseil que moi je peux donner et qui vient de cette expérience que j'ai eue, c'est qu'il faut miser sur votre travail, votre excellence, parce qu'à un moment, les résultats de ce travail vont faire un plus grand bruit que les préjugés que d'autres pourraient avoir autour de la table. Un autre risque que j'ai pris, je vous dis, l'entreprise dans laquelle j'ai commencé à travailler dans le secteur des mines s'appelle West African Resources, WAF. Pour ceux qui connaissent un peu le secteur des mines au Burkina Faso, cette entreprise est connue pour être, on le prédit comme étant le futur géant, n'est-ce pas, dans le secteur des mines. Ils ont plusieurs projets, Sambrado, Azorgo, ils ont plusieurs projets miniers qu'ils ont développés. Et moi, je suis arrivée au sein des équipes de finance pendant la période de construction et c'est là réellement que j'ai appris ce qu'est le secteur minier, que j'ai appris ce que sont les métiers des mines et en même temps, j'ai aussi vécu une épreuve qui m'a finalement donné de comprendre ce qu'est réellement le leadership. En tout cas, selon la définition que moi je m'en suis faite, et quel est le type de leader que je voudrais incarner dans ma progression professionnelle. Là-bas, j'avais un bon poste solide et c'était aussi un environnement où on minimisait malheureusement le gestionnaire, le chef que j'avais, utilisait souvent pour son pouvoir, c'est quelque chose que j'ai vécu, pour minimiser le travail. Ça veut dire que le travail que l'on accomplit, quand on met tous ses efforts et toute sa compétence et que le responsable que l'on a minimise ce travail, si vous l'avez vécu, dites-vous, ah, je suis en train de prendre une grande leçon ici, c'est-à-dire je suis en train de définir quel est le type de leader que je vais être. Il ne suffit pas juste, en fait, d'avoir des équipes et de les diriger. En ce moment-là, j'ai compris que avoir une équipe, les diriger, ça signifiait aussi développer cette équipe. Ça signifiait être capable et comprendre et réfléchir pleinement à comment les rendre autonomes. Ça signifiait être capable aussi de leur donner la reconnaissance du travail qu'ils ont accompli. Donc, une personne peut avoir un pouvoir hiérarchique sur vous, mais jamais le pouvoir de vous identifier. Donc, il faut vraiment oser prendre sa place, ne jamais laisser une personne définir votre valeur, connaître la valeur que l'on a. Ça aussi, c'était une clé et une des épreuves que j'ai vécues en son temps qui m'a permis de valoriser, de comprendre le type de leadership que j'allais exercer dans mes rôles et dans mes fonctions entrepreneuriales. Comme quoi, dans ce risque, la leçon principale que je prends, c'était que les personnes difficiles peuvent parfois aussi être des grands professeurs. C'est cette épreuve qui m'a montré exactement la dirigeante que je ne voulais pas devenir et donc celle que je voulais être.
Alors, je parle un peu de mon parcours dans les mines. Donc, cette décision, ce vécu, m'a aussi poussé à prioriser la croissance. Donc, j'ai la société de forage Orbite Garant qui vient, me proposer de diriger son département des finances pour ses projets en Afrique de l'Ouest. Et ce risque-là a aussi été un des risques clés, celui de laisser la sécurité d'être dans la société minière pour faire le pas vers la société sous-traitante. Pour ceux qui sont dans le secteur des mines, c'est connu que les sociétés minières sont celles qui donnent, on va dire, qui embauchent les sous-traitants. Donc, Forage Orbite Garant, en son temps, travaillait pour des sociétés minières. Et quitter la société minière pour entrer dans une société qui était sous-traitante, ça pouvait, pour certains, représenter un risque. Mais pour moi, ça priorisait principalement la croissance. C'est un risque aussi qui était grand, je peux le comprendre, mais que j'ai décidé de prendre parce que ça me permettait de diriger des équipes financières, oui, comme je le faisais déjà, mais pas qu'au Burkina Faso, aussi en Côte d'Ivoire, aussi en Guinée. Donc, ce leadership ne, ne, ne consiste pas qu'en des chiffres, ne consiste pas qu'en comprendre qu'il y a des hommes et des femmes qui produisent, créer une vision commune, c'est ça pleinement le leadership et savoir prendre le risque de quitter son confort ou ce qui semble être un confort, c'est ça souvent qui ouvre la voie à des succès retentissants. En tout cas, ça a été aussi un risque gagnant dans mon parcours professionnel. Puis un jour, le plus grand risque de tous, tout a changé. Je devais complètement quitter où j'ai pris la décision, parce que je n'en avais pas du tout l'obligation, mais j'ai pris la décision de quitter complètement la sécurité du salarial pour entreprendre. Comment ça arrive? L'entrepreneuriat, c'est vraiment le courage d'investir sur quelque chose qui n'est pas garanti. Renoncer à la sécurité de revenus stables que l'on pourrait avoir comme salarié, investir ses économies, ses fonds financiers, ses propres fonds, convaincre des partenaires à faire la même chose, porter une vision auquel on croit soi-même, mais sans aucune garantie, sans la garantie que ça va réussir. Et ça, c'était le plus grand risque que j'ai eu à prendre dans ma vie, celui de quitter la stabilité, d'être salarié pour être entrepreneur. Mais comment c'est arrivé? Dans le secteur des mines, il y a eu beaucoup de changements au niveau des lois, de la régulation. Forage Orbite Garant, pour qui je travaillais, intentionnellement dans sa stratégie, avait pris la décision de quitter l'Afrique de l'Ouest. Et moi, je voyais mes collaborateurs, je voyais l'impact économique que ça pouvait avoir, je voyais les pertes d'emplois, je voyais l'impact social, ces familles en arrière, puisque j'étais leur dirigeante. Préserver ces emplois, préserver les compétences, créer de la valeur et construire un héritage, c'est ce qui m'a motivée. Maryse Traoré, Madame Sédogo n'a jamais pensé je vais être entrepreneur au moment où je faisais ce pas. C'est vraiment les circonstances et la volonté réelle de résoudre un problème qui m'ont emmené à ce choix. Donc, une femme, une entreprise, une industrie, les services de forage aujourd'hui. Eva le disait tantôt, je suis la première femme burkinabé à fonder une société de forage au Burkina Faso de cette envergure. Aujourd'hui, Aurora opère au Burkina, en Côte d'Ivoire, on a aussi ouvert en Guinée, on pense développer. Et j'ai bâti non seulement une expérience qui est internationale, mais qui est aussi surtout burkinabé. Donc, on s'identifie comme un champion local et chaque fois qu'on sort, c'est le Burkina, c'est l'Afrique qui sort avec ses compétences, avec ses capacités. Et ça, en soi, c'est une fierté, mais qui est venue euh, sans, sans, sans le vouloir, avec le temps, grâce aux expériences, grâce aux risques. On a parlé tantôt des distinctions que j'ai eues. J'ai été classée parmi les 3 femmes entrepreneurs minières en Afrique de l'Ouest.
par la WIMA en 2026. J'ai été prix de femme modèle inspirante. J'ai été classée femme d'excellence en gouvernance minière alors que j'ai commencé dans les banques, mais j'ai accepté de quitter ce confort et de rentrer dans une zone et d'apprendre et de grandir. J'ai été, aujourd'hui, je suis administratrice au sein de la Chambre des mines du Burkina Faso, mais toutes ces récompenses n'ont jamais été l'objectif. Elles sont venues en conséquence de, 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 de l'objectif qui était justement de bâtir, de continuer de par ses compétences à travailler. Donc, mon plus grand succès, ce n'est pas les awards, bien que j'en suis très fière et reconnaissante, avec beaucoup d'humilité de les avoir reçus. Mais mon plus grand succès à moi, ce sont plus les personnes, celles que j'ai réussi à faire grandir. Ce sont plus les emplois qu'on a réussi à préserver et surtout l'impact avoir des discussions avec aujourd'hui, vous qui êtes là, c'est l'impact, ce qui me permet de partager mon expérience et de reconnaître pour certains peut-être qui tireront des clés et qui les pousseront à aller. Donc voilà, 5 leçons que je pourrais donner ici, premièrement, de mon parcours. Donc, c'est vraiment l'excellence. Prenez au sérieux vos études, prenez au sérieux ce qu'on vous donne à faire, peu importe la magnitude selon vous. C'est le courage, avancer malgré la peur. C'est normal d'avoir peur, mais ça n'empêche pas d'avancer. Prenez des risques. Le troisième, c'est le leadership. Développer les autres. C'est ce qui va vous permettre aussi de grandir, d'avoir une croissance lorsque vous allez être le leader, celui qui permet aux autres de grandir aussi. Donc, comme j'ai parlé de l'impact, tout ce que vous avez accumulé doit servir à avoir un impact pour les autres. Il ne doit pas rester que pour vous. Et surtout, osez, osez, osez. On vous donnera jamais votre place. Vous devez la prendre vous-même. C'est à vous-même de construire cette place. Et l'Afrique n'attend pas des leaders parfaits. Elle attend des leaders courageux. N'attendez jamais que quelqu'un vous donne votre place. Construisez-la. Je vous remercie pour votre écoute. Waouh, waouh, waouh. Rejoignez-moi pour réellement remercier Maryse et surtout, surtout la féliciter. Quelle quelle belle présentation, quelle Merci. inspiration, quelle femme extraordinaire, quelle superwoman. Bravo Maryse. Je pense qu'on est tous inspirés et surtout on a énormément appris. Énormément. Et je suis sûre que ça, c'est une façon très brève que vous avez eu de réellement donner une certaine interface de votre parcours. Je suis sûre que si vous devez aller encore en profondeur pour donner plus de détails, pour parler davantage des challenges, on n'en finirait pas toute la journée. Merci infiniment. Merci beaucoup pour le partage. Alors, donc, je retiens réellement beaucoup d'éléments que j'ai appris et vous aurez également l'occasion en tant que participant de pouvoir partager non seulement vos commentaires mais aussi de poser des questions. Alors, je sais que encore une fois, le temps est vite passé. Donc, j'aimerais juste dire que parmi les choses qui ont vraiment retenu mon attention et qui ont été essentielles pour moi, non seulement en termes de rappel, mais aussi d'apprentissage continu, c'est le fait que, comme vous l'avez dit, le leadership n'est pas un talent inné. Les leaders ne naissent pas, ils se construisent. Et justement, chacun peut développer son potentiel à travers l'apprentissage, l'expérience et même la persévérance. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre tout de suite, notre invité spécial nous a également rappelé que les compétences sont notre plus grand patrimoine, surtout pour les jeunes femmes qui sont là avec nous. Et c'est un rappel pour moi y compris. Les compétences sont notre plus grand patrimoine. Il ne s'agit pas de dire à haute voix à quoi ressemble notre valeur, il s'agit souvent de la prouver. Et on prouve comment à travers les résultats, à travers notre travail, à travers notre façon de continuer à persévérer et d'atteindre son potentiel le maximum, ce qui fait justement ressortir la meilleure version de nous-mêmes.
Alors, comme Maryse l'a dit, les compétences représentent également un investissement que personne ne pourra jamais nous enlever. C'est pourquoi il est essentiel, d'ailleurs, particulièrement pour les femmes, de trouver un équilibre entre le développement de ses compétences, l'investissement en soi et ses responsabilités familiales, notamment l'éducation des enfants. Et c'est un point qui m'a beaucoup marqué. C'est vrai que la plupart du temps, surtout pour les Africaines, ce n'est pas facile de jongler entre justement ses études, son travail, son foyer, la société, les regards des autres et tout ce qui peut être pression. Mais vous voir également avoir dépassé tout ça, c'est juste phénoménal. Et encore une fois, c'est une inspiration pour nous tous, surtout pour les femmes ici. Donc, j'ai aussi beaucoup aimé une idée partagée, à savoir, on peut donner les meilleurs de soi-même sans pourtant obtenir immédiatement des résultats espérés. Alors, comme Maryse l'a dit, cela ne signifie pas que nos efforts sont vains. Certains fruits arrivent plus tard et c'est normal, ou parfois ils arrivent sous une autre forme que celle que nous avions imaginée. Mais en réalité, tout effort finit par porter fruit, même si ce n'est pas au moment où l'on attend tout le temps. Donc, elle nous a également rappelé que le succès demande du temps, de la préparation et de l'excellence, sans pour autant rechercher la perfection. Donc, j'ai énormément apprécié ce fait également, parce que nous ne pouvons pas tout obtenir, nous ne pouvons pas tout obtenir comme perfection chaque fois. Il faut souvent accepter de construire étape par étape avec des erreurs et avec des imprévus. Alors, sur ce, tout en se rappelant du fait que le confort n'est très souvent peut-être une barrière ou devenir une belle prison. Je pense qu'on a réellement beaucoup appris et je ne saurais finir de vouloir résumer tout ce qui a été partagé ici. Mais avant de vous ouvrir réellement l'opportunité pour poser vos questions, j'aimerais juste qu'on se rappelle tous de certains de ces éléments partagés qui sont très, très importants, peu importe si vous êtes en carrière académique ou professionnelle. J'ai beaucoup apprécié ce rappel, à savoir que notre métier ou notre cursus académique aujourd'hui ne doit pas limiter notre carrière de demain. Donc, merci infiniment à notre invité pour ces témoignages inspirants, pour vos conseils partagés qui nous rappellent que le leadership est un chemin qui se construit avec courage, avec excellence, avec apprentissage continu, avec patience et surtout avec la confiance et le fait d'oser prendre des risques sans pourtant avoir toutes les réponses. Donc, votre parcours nous rappelle que les frontières les plus difficiles à franchir ne sont pas toujours géographiques, mais parfois culturelles, professionnelles ou même personnelles. Donc, les questions sont les bienvenues. Vous pouvez les mettre en commentaire ou même décider de lever la main. On vous donnera la parole pour pouvoir interagir avec Maryse directement. Mais ma première question pour vous, Maryse, c'est de savoir si vous êtes maintenant en capacité de parler l'espagnol. C'est vrai que vous avez dit passer un certain temps au Mexique pour justement développer cette compétence linguistique-là. Oui, je parle espagnol. Je suis, comme ils disent, niveau intermédiaire plus. C'est eux qui l'ont dit. Je suis capable d'entendre et de répondre en espagnol. Super, super. Et vous utilisez ça dans votre travail? Oui, même aujourd'hui, vous seriez surprise, ou moi-même j'ai été surprise. J'ai certains membres de mon équipe qui viennent de pays comme qui viennent d'Amérique du Sud, comme le Pérou. Et donc, à chaque fois que je vais interagir avec eux, si j'observe que il peut y avoir une barrière de la langue, ou bien que parler en espagnol peut aller rapidement, je m'y prends. Ça les fait toujours sourire parce que c'est sûr qu'il y a toujours l'accent et puis peut-être il n'y a pas la rapidité, mais ça permet justement d'aller, ou même dans nos politiques, dans nos procédures, souvent on demande en fait de traduire dans certaines langues et je suis capable de prendre en espagnol, il y a et puis de comprendre assez rapidement. Oui, ça a sa valeur ajoutée. Excellent, waouh, super. Vous êtes également pour ajouter à ça, à tout ce que vous avez comme expérience et background. Donc, je pense qu'on a une main levée. Abdul, Abdul Moumouni Sawadogo du Burkina Faso. Vous avez la parole. Allô?
Oui, Abdul, on voulait ça. Voilà, et bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis, voilà, Abdul Moumouni Sawadoro. Voilà, comme je dis, je viens du Burkina. Et voilà, et je suis ravi de vraiment prendre part à cette émission parce que, bon, c'est vraiment, je dirais une coïncidence parce que je me retrouve dans la plupart, en tout cas, de ce elle a dit. Voilà, et pour aller plus vite, je suis également dans le secteur de mines. Voilà, mais j'ai fait mes études en Inde. Voilà, donc j'ai un bachelor. Et quand je suis revenu au pays, bon, une année après, j'ai intégré les mines. Plus précisément, c'est West African Resources, j'ai parlé de ça. Et je suis actuellement même à Sambrado. Donc, je vais monter et travailler la nuit. Voilà. Mais ce qui m'a vraiment tiqué dans ce qu'elle a dit, c'est le, les quatre grands risques. Maintenant, le quatrième point. Voilà, j'aimerais lui demander, par exemple, euh, elle a dit, j'ai investi, j'ai au fait quitter le confort salarial, tout investir, voilà, pour créer vraiment, ben, bâtir un empire au fait, où il n'y a pas de garantie, puisque ça pouvait donner comme ça pouvait ne pas donner. Donc, pour quelqu'un, voilà, qui est dans le domaine professionnel comme nous, par exemple, qui inspirons demain aussi créer notre entreprise, comment est-ce que il faut faire une transition réussie? D'accord, merci beaucoup pour la question. Effectivement, je constate par votre intervention, hein, Monsieur Mouni Savadogo, que euh, il y a quand même pas mal de similitudes, pas mal de similitudes. Et la question qu'elle pose pour aller bien, que vous posez, pardon, pour aller plus rapidement, c'est de savoir comment faire ce changement-là. La première des choses que j'ai tenu à préciser, c'est que euh, ce n'est pas un choix qui est venu naturellement de moi, mais je voyais effectivement venir les choses une année à l'avance. Je savais que Forage Orbite Garant potentiellement pouvait se retirer et donc il fallait se préparer comme je l'ai dit. Et comment moi j'ai réussi, c'est premièrement de bâtir une économie parce que quand on veut devenir entrepreneur, un des gros défis que l'on va certainement avoir, c'est vraiment la question financière. Comment financer son projet? Au début, vous allez potentiellement être le seul à y croire. En fait, vous aurez peut-être très peu de personnes qui vont croire que ça peut réussir. Donc, il va falloir que vous soyez un peu autonome sur cette première question-là, c'est-à-dire la question financière. Donc, moi, j'ai commencé progressivement à réduire on va dire, peut-être faire attention aux dépenses et puis progressivement bâtir déjà une économie. Ensuite, je me suis entourée. C'est très important parce que l'entrepreneuriat, souvent, on voit une personne, mais en fait, il y a tout un réseau d'individus qui entourent aussi l'entrepreneur. Donc, j'ai cherché à connaître de par la définition donc de l'entreprise que je voulais bâtir et c'était pas très difficile puisque je dirigeais déjà j'étais directrice générale de Forage Orbite Garant donc je dirigeais déjà une société de forage minière. Je voyais déjà les problèmes qu'il y avait, donc je pouvais déjà tirer les leçons un peu de ce qu'il fallait changer, comment il fallait voir les choses. Et je me suis mise à chercher, mais dans mon réseau, dans mon entourage, quelles sont les personnes qui ont les compétences qu'il faut pour pouvoir avoir une équipe solide. Donc mes partenaires, parce que je n'ai pas cette entreprise, je ne suis pas seule dans l'entreprise, mes partenaires sont aussi des personnes du secteur sont aussi des personnes qui ont une expérience entrepreneuriale et sont des personnes qui peuvent donner aussi des stratégies. Et ça, c'est un élément très essentiel. Donc, j'ai parlé de la question financière, j'ai parlé du réseau, de l'entourage, et je pense que un des grands points, c'est la main-d'œuvre. Une des leçons que j'ai pu tirer, il faut aussi travailler avec des personnes qui ont envie
même s'il ne croit pas pleinement au projet, et ça c'est normal parce que l'entrepreneur est réellement la vraie seule personne totalement convaincue de son projet, mais le fait qu'il y ait autour de l'entrepreneur une équipe qui y croit aussi, ça lui permet pendant ces moments de doute, et il y en aura beaucoup, j'en ai eu beaucoup, j'en ai toujours, mais d'avoir une équipe qui y croit avec moi et qui permet justement de redonner confiance, de réinsuffler, on va dire justement cette confiance-là au projet, ça aussi c'est un élément, je crois, qui m'a permis en son temps. Et puis après, chercher le contrat. C'était la première étape avant même de créer l'entreprise, de chercher le client qui je vais servir. Quel est le client que je vais servir? Quel est le contrat que je vais avoir dans les mains? Et ça a été quelque chose que j'ai préparé avant de formaliser l'entreprise. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, vraiment, merci beaucoup pour ce partage. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci et bonne chance dans ton projet d'entreprise. Je t'y encourage. OK, super. Je pense qu'on a une question également dans le chat. Il y a Maïsour qui demande, merci pour cette conférence enrichissante. Ma question est la suivante. Pensez-vous naître de nouvelles entreprises minières au sein du Burkina? Autrement dit, est-ce que moi, en tant que Burkinabé, pourrais-je un jour bâtir une entreprise burkinabé? Du fait de votre expérience dans ce domaine, pourriez-vous répondre à cette inquiétude? Aussi, je profite de cela pour vous demander comment ou quel parcours scolaire ou professionnel est idéal pour exceller dans le secteur des mines, c'est-à-dire devenir ingénieur en mine ou entreprendre dans les mines. Il y a beaucoup de questions, on va essayer de restructurer. Première question, c'est pensez-vous naître de nouvelles entreprises minières au Burkina Faso? Yeah, c'est ça la première question. Et elle demande également si vous pensez qu'un jour elle pourrait bâtir son entreprise burkinabé. Alice, le micro est coupé. Pour le signaler ça. Merci beaucoup à Monsieur Bansé. Effectivement, le micro est coupé et puis je parlais, donc vous ne m'entendiez pas. Je disais que si elle, c'est Monsieur Mensour Drabo, je crois, qui demandait s'il pouvait bâtir son entreprise au Burkina Faso en tant que Burkinabé. C'est difficile de dire oui ou non. Je suis tentée de dire oui parce il faut justement commencer à y croire. Donc, toute personne qui va être autour de vous et qui vous donnera de plus en plus de croire en votre projet, ce sont ces personnes-là que vous devez approcher. Il y aura toujours des personnes pour vous dire que c'est pas possible. Regarde tel exemple, il a commencé, c'est pas terminé. Tu vois telle limite. Ces personnes vont exister, mais vous, si vous voulez réellement être entrepreneur, et ça part de là, d'une conviction que l'on a soi-même, il faudra beaucoup plus mettre le volume sur les voix qui vous y encouragent. Donc, j'aimerais être une voix qui vous y encourage si telle est votre pleine conviction. Mais il faut pas y aller naïvement parce que être entrepreneur exige énormément. C'est vrai qu'en une heure, on ne peut pas, j'ai pas partagé, le thème n'était pas de partager les défis que l'on a en tant qu'entrepreneur. Et j'aurais pu en faire aussi un thème, mais un des défis que je peux dire, après avoir cru en ton projet, il faut emmener les autres à y croire et à t'accompagner. J'ai parlé du défi financier, j'ai parlé des collaborateurs, j'ai parlé de la main-d'œuvre. Et au-delà de ça, il faut aussi être capable d'encaisser. Ça prend beaucoup de résilience quand on veut être entrepreneur parce que c'est toujours un cycle. Il y aura un moment où on voit que tout va bien et il y aura un moment où on a l'impression que tout va couler, mais c'est de se rappeler que ça aussi, ça va passer parce que c'est un cycle. Donc, est-ce que vous pouvez entreprendre en tant que Burkinabé au Burkina Faso? Je vous dirais oui, mais n'y allez pas naïvement.
N'y allez pas naïvement, allez vers des pairs, des gens que vous pouvez identifier comme étant des exemples, discuter. Dans le secteur des mines, il y a la Chambre des mines du Burkina Faso qui regroupe toutes les entreprises qui y sont inscrites et qui sont des mines. Ils ont des formations. Ils ont voilà, vous pouvez y trouver beaucoup de ressources pour vous outiller dans le secteur. Excellent. Je pense que c'est clair et précis. Pouvez entreprendre, Monsieur Mansour. Et désolé, je disais Madame. Pouvez entreprendre, mais n'allez-y, n'y allez pas naïvement. Merci beaucoup. Donc, il y a une autre question. Toujours le même intervenant, il pose cette question à savoir, quel serait votre conseil? Comment ou quel parcours scolaire ou professionnel est idéal pour exceller dans le secteur des mines? D'accord. Alors, dans le secteur des mines, c'est un secteur qui est hautement technique. Donc, il y a différents profils. Il y a bien sûr les ingénieurs miniers. Il y a aussi bien sûr les postes un peu plus techniques comme dans la mécanique. Il y a des postes aussi très techniques comme dans l'électricité. Donc, vous voyez les métiers techniques. Le mining, je ne suis pas gestionnaire d'une société minière, mais je vois les corps en fait, les départements qui peuvent y avoir, c'est vraiment le département des mines, là où réellement les ingénieurs travaillent à faire les modèles miniers. Ensuite, il y a bien sûr les départements qui vont être beaucoup plus de la production, donc du minerai, donc l'usine. Dans l'usine, on trouve tous ces experts, comme j'ai dit, des électriciens, on trouve des planificateurs. Donc, il y a beaucoup de corps de métier aussi dans ce département et il y a les départements qu'on appelle support et ces départements viennent en support aux opérations minières. Donc, ça veut dire tout ce qui est, par exemple, la chaîne d'approvisionnement, les logisticiens, les acheteurs, tout ce qui est le département de la finance, l'analyse financière, l'analyse, la prospérité financière du projet, la comptabilité du projet, donner l'image fidèle et financière du projet, tout ce qui est ressources humaines, donc recruter les compétences, développer les compétences, les conserver, et j'en passe. IT, le département support informatique, vous voyez. Donc, on peut pas dire il y a un métier, ça va vraiment dépendre du profil, de ce qu'il aime faire. Le conseil que je peux dire, c'est vraiment d'aller vraiment dans ce que vous aimeriez faire. Excellent. Et si on ne rappelle également ce que vous avez dit dans votre présentation, à savoir, il faut avoir l'aptitude de pouvoir transférer ses compétences, justement. Donc, on va prendre une autre personne. Auclair Drabo pose la question à savoir, je voudrais vous demander ceci. Qu'est-ce qui vous a inspiré à aller dans le domaine minier et pourquoi pas un autre domaine? Donc, Auclair, je ne sais pas si vous êtes venu en retard, mais je laisse Maryse répondre. Sinon, elle a déjà partagé en quelque sorte sa motivation à aller dans le secteur minier et comment les déclics est arrivé. Exactement. Donc, effectivement, pendant ma présentation, j'ai partagé que je viens du secteur des banques. Donc, je n'avais pas initialement pensé changer et aller dans le secteur des mines. Moi, j'avais bâti déjà une solide expérience dans le secteur des banques. Et donc, quand je suis rentrée au Burkina Faso, mon premier réflexe, je l'ai dit, c'était de chercher à avoir des postes de direction dans les banques. Je ne trouvais pas cette opportunité-là qui se présentait à moi. Et c'est vraiment les mines qui sont venues à moi parce que je n'ai pas réfléchi à rentrer dans le secteur des mines. Par contre, c'est vraiment dans la société West African Resources, au niveau des ressources humaines, quand ils ont vu mon profil, il y avait un poste, ils m'ont approché pour me demander de compléter ce poste-là. J'y pensais tellement pas que j'ai remis en question. J'ai dit, mais je connais pas les mines. Comment vous voulez, je suis pas géologue, je ne suis comment vous voulez que je prenne cette position, mais mes compétences dans le domaine des finances, dans le domaine de la comptabilité et de gestion d'équipe surtout, je pense que c'est ce qu'ils voyaient et c'est ça qui m'a permis de faire le transfert. Seulement, je devais aller avec beaucoup d'humilité et avec un esprit très ouvert pour apprendre, pour apprendre de ceux qui connaissent
Et c'est ça qui m'a permis de réussir ce transfert. Je n'y avais pas pensé. Excellent. Merci beaucoup. J'espère au clair que cela répond à votre question et on va passer à la suivante. Mais avant de passer, je vois une main levée. Ida Saodogo, vous avez la Allô, parole. je la connais. Oh, super. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, bonsoir, on vous reçoit. Bonsoir, bonsoir DG. Tu vas bien, Ida? Merci d'être Ça là. va? Ça va bien? Oui, ça va, merci. Avant de commencer, je tiens vraiment à vous remercier pour et pour l'opportunité que vous nous offrez de participer à cette conférence-là. C'est vraiment inspirant, je vais pas mentir, c'est quelque chose que j'aurais même pu payer pour participer. Voilà, donc depuis le début de votre présentation, quelque chose a retenu mon attention. Principalement lorsque vous avez dit que dès l'âge de 4 ans, vous avez été peut-être obligé de quitter votre pays et que après ceci, vous avez eu à vous déplacer sur d'autres pays. Et cela me tique en fait. Je me demande, est-ce que c'est pas le choc culturel que vous avez connu qui a favorisé votre ouverture d'esprit? Parce que il faut le reconnaître, Madame, déjà vous êtes vraiment ouverte d'esprit. Et moi, je me demande, est-ce que c'est pas le fait d'avoir quitté le pays dès le bas âge, avoir côtoyé beaucoup de cultures, ce choc culturel-là qui a permis l'ouverture d'esprit dont vous disposez maintenant. Et pour moi, ma question, pour moi qui n'ai jamais quitté le Burkina, j'aimerais savoir, est-ce que c'est pas, ça ne va pas constituer une entrave à, à mon développement et mes projets d'avenir? Ok, merci beaucoup, Ida, pour ta question. Je te tutoie, je la connais, donc c'est ma collaboratrice. Alors, tu as posé deux questions. La toute première, c'est sûr que les déplacements qu'on a eu à vivre en famille, on s'appelait les nomades. Ça nous a permis d'acquérir beaucoup de choses. Comme je disais, la première des choses, lorsque une personne vient à moi, je, je, je cherche d'abord à la comprendre avant de chercher à me montrer ou bien à imposer ma façon d'être, ma façon d'interagir, ma façon de voir le monde. Je cherche à comprendre, mais cette personne en face, certainement, a une façon de voir le monde. Et donc, je cherche d'abord à comprendre cette façon. Et ça, c'est sûr que je l'ai acquis depuis l'enfance parce que j'ai été obligée de le faire pour pouvoir m'intégrer. Imaginez-vous, tu commences, par exemple, je me souviens ma seconde. Ma seconde au lycée, je l'ai commencé au Mali et en plein milieu d'année scolaire, je dois quitter tout le monde et arriver au Tchad, un pays que je ne connaissais pas, dans une nouvelle école avec des gens qui avaient déjà un groupe bâti, un lycée et je devais rentrer là-dedans et je devais réussir et je devais, voilà. Donc ça te force, veut pas, à gagner de l'expérience quant à comprendre l'autre pour pouvoir s'intégrer. Et ça m'a donné aussi de comprendre que l'autre peut être différent, oui, mais il y a toujours des points de similitude. Et c'est ça qu'il faut chercher à identifier pour bâtir, j'allais dire, une relation durable et à définir un lien réel pour développer les compétences. Là, je reviens au concept de leadership. Bon, maintenant, le fait que tu as dit, toi qui n'as pas quitté le Burkina Faso, est-ce que tu peux développer cela? Absolument, parce que le Burkina Faso, justement, est un pays très riche en ethnie. Moi, par exemple, ma langue, ce n'est pas la langue de tout le monde. Chaque entité du Burkina Faso, bien qu'on ait une culture commune, on a aussi une diversité dans la culture. Donc, c'est vraiment tout le temps, quand quelqu'un vient vers toi, Ida, de te dire, oui, j'ai mon système de pensée, j'ai ma réalité, ma vérité, mais ce n'est pas la seule vérité. L'autre
quelle est sa vérité. Et ça, même si tu ne quittes pas le Burkina, tu peux développer cela, c'est-à-dire apprendre à comprendre l'autre. Et ça t'aide dans les équipes multiculturelles et ça t'aide effectivement si tu dois quitter pour aller dans un autre pays. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, parfaitement. Merci beaucoup, DG. Excellent, super. Et faudrait-il ajouter que on a d'autres questions, certes, mais si toutefois vous voulez parler de vive voix, juste levez la main, s'il vous plaît. Ce sera un plaisir de vous écouter également. Donc, la question suivante, tout en faisant attention si c'est monsieur ou madame Mathis, je pense que ça c'est monsieur. Pensez-vous ouvrir une nouvelle entreprise dans un autre domaine, autre que le mine, ou serait-il mieux de rester dans un seul domaine? Ok. C'est sûr que dans le long terme, pourquoi pas, je vois bien dans le long terme avoir plusieurs entreprises. Si Dieu me donne la force et la solidité. Mais une chose est sûre, tout dépendra bien sûr de la capacité à faire évoluer une équipe qui va bien sûr aussi te permettre de te diversifier dans les différents projets. On ne peut pas tout faire en même temps. Personne n'est Superman ou Superwoman, mais vraiment la capacité à avoir justement une équipe solide peut te permettre de te diversifier, de développer de nouveaux projets. J'acquiers moi-même une expérience en termes d'entrepreneuriat. Ce n'est qu'en 2023, veut pas, que je deviens entrepreneur. Donc, ça veut dire que j'ai 3 années d'expérience. Je crois que j'ai encore beaucoup à apprendre et à continuer d'apprendre dans le domaine. Et pourquoi pas, je ne me limite pas. Non. Donc, j'espère que ça répond à votre question, monsieur Mathis. Euh, il se peut qu'on entende une autre entreprise fondée par madame Maryse. Mais maintenant, la question mine plus de clarté à son niveau serait, est-ce que ce sera toujours dans le domaine des mines ou est-ce que ça pourrait être autre chose? Je crois que du fait que vous avez vu cette évolution, je comprends, la question est légitime. Elle était dans les banques, elle est dans le secteur des mines. J'ai envie de dire que je ne me limite pas. Mais une chose est sûre, je suis très passionnée du secteur des mines. J'aime beaucoup ce secteur dans lequel je travaille. Il est en constante évolution. On pense qu'on comprend que les lois changent. On doit se réadapter. Ou bien on pense qu'on comprend que l'environnement change. Il y a beaucoup de pays qu'on aimerait, avec lesquels, avec mon équipe, on aimerait pouvoir travailler. Je suis déjà consciente que d'un pays à l'autre, ce sera différent. Alors, l'essentiel pour moi, vraiment, c'est de grandir, de ne pas me limiter. C'est difficile de dire non jamais. Peut-être si je dis ça et que dans 20 ans, c'est une entreprise dans l'aéronautique, on va dire, pourtant elle avait dit il y a 20 ans qu'elle n'allait jamais le faire. Non, je me Yeah. limite pas, mais je suis très heureuse dans le secteur dans lequel j'évolue et pour le moment, je suis focalisée dans ce secteur-là. Super, excellent. Il ne faut jamais se limiter, Mathis. Donc, on repart rapidement sur la prochaine question, à savoir comment concilier famille, travail et études en tant que femme qui aspire au leadership et qui veut impacter la société. Ça, c'est une question, je dois dire, qui me revient souvent, surtout quand, comme je suis une femme et justement le rôle dans nos sociétés de la femme dans la responsabilité familiale est, j'allais pas dire plus importante que l'homme parce que ce n'est pas vrai, mais on nous voit beaucoup plus, on va dire ça comme ça, dans nos rôles familiaux que les hommes. Et concilier tout cela, moi j'ai appris une chose, c'est venu justement, je l'ai partagé dans mon expérience, du moment où je commençais à bâtir ma famille et que j'avais déjà très bien évolué professionnellement au sein de la Banque de Montréal et qu'en même temps, je voulais terminer mes études, donc terminer mon master au HEC. Donc, je me suis mis les trois entre les mains et je vous ai dit, la leçon que j'ai pleinement apprise, c'est vraiment qu'on ne peut pas tout bien faire. En fait, il y a une saison pour tout. Il faut l'équilibre
personnellement, comment moi je l'ai trouvé, c'est de comprendre dans quelle saison je suis. Actuellement, je suis dans ma saison pleinement professionnelle. Pourquoi? Mes enfants sont plus grands, ils sont plus autonomes, ils ont moins besoin de ma présence physique. Et je suis donc capable de m'investir beaucoup plus professionnellement sans gâcher, on va dire, le travail personnel et familial. Mais il y a eu un moment dans le passé, quand justement ils étaient très petits, où j'ai priorisé cet aspect-là où j'ai dû réduire, on va dire, bon, peut-être ma performance, on va dire ça comme ça, en entreprise, puisque j'étais employée. J'étais moins dans l'entrepreneuriat et dans le professionnel, mais beaucoup plus en train de construire. C'est vraiment des saisons. De mon expérience en tant que femme et leader dans le secteur minier, c'est ce que j'ai bâti. Je ne cherche pas à être 100 partout. Je réfléchis où est-ce que mon énergie a prioritairement besoin d'être. Et c'est là que je me focalise pour une saison. Excellent. Saison par saison, définir ses priorités. Donc, si on comprend bien, est-ce une façon de dire aux femmes ici de faire des enfants plus tôt dans leur carrière ou bien il n'y a pas de moment parfait? Je ne crois pas qu'il y a un moment parfait. Il y a pas, ça c'est, il y en a qui ont plus tôt et puis il y en a qui ont plus tard. Non, c'est vraiment chacun son parcours. Excellent, super. Donc, elle ajoute à sa question, pouvons-nous avoir une autre session avec vous une autre fois? J'ai été vraiment bénie de vous écouter. Ah, merci beaucoup, ça me touche. Ça me ferait plaisir si Leading Change m'invite à nouveau de trouver du temps et de partager cela. Merci beaucoup. Absolument. Donc, Micheline, on va se rassurer de ramener Madame Maris. Peut-être que la prochaine fois, ce sera beaucoup plus sur l'aspect entrepreneurial au lieu du côté leadership et de son parcours uniquement. Donc, on a d'autres questions. On va avancer avec Sawadogo, mais on voit une main levée. Alassane, Alassane, vous avez la parole. Et juste après, on va avancer avec Sawadogo. Beaucoup. Tout d'abord, merci à Madame Sedogo pour le partage de cette expérience, ce parcours très inspirant et vraiment très enrichissant. Donc, je retiens de votre intervention que vous n'hésitez pas vraiment à sortir de votre zone de confort. Donc, vous avez pris des risques à chaque fois que vous l'avez senti et ça vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. Donc, alors que nous, contre toute attente, j'ai été un peu surpris par ce parcours parce que quand on commence généralement dans le milieu professionnel, ce qu'on cherche, peut-être à tort, c'est justement cette stabilité-là. Or, vous étiez vraiment dans ce confort, dans cette stabilité et vous avez décidé de laisser tout ça et de passer à autre chose. Justement, je voudrais savoir comment avez-vous su que c'était vraiment le bon moment pour quitter ce confort? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à quitter justement ce confort bâti sur plusieurs années et au prix de plusieurs sacrifices pour justement se lancer dans quelque chose qui est totalement inconnu et dont on n'est pas sûr à 100% que ça va réussir? Merci. OK. Merci beaucoup pour cette question. Alors, moi, je dirais ici que la question d'une personne à l'autre peut être répondue différemment. Donc, en ce qui me concerne, moi, personnellement, à chaque fois que j'ai eu à faire le changement, c'était une conviction une intuition, une force de conviction. Quand on est croyant, on dit que je pense que c'est Dieu qui m'a poussé là. Et je suis une croyante, c'est-à-dire que les circonstances sont alignées de telle façon que l'on comprend instinctivement que la prochaine action à poser, c'est celle-là. Et il n'y a pas d'argument, j'allais dire rationnel. D'ailleurs, c'est tout sauf rationnel parce que, vous l'avez dit, c'est un confort, on a ses repères, il faut tout recommencer peut-être ailleurs. Et on peut avoir peur, et d'ailleurs, j'ai eu peur de le faire, mais j'avais
paix intérieure, comme quoi c'était la prochaine action, c'était la prochaine marche qu'il fallait que j'établisse. Et ça a été le cas quand j'ai quitté le Canada pour entrer au Burkina Faso. Ça a été le cas quand j'ai quitté la société minière pour entrer avec le sous-traitant Forage Orbite Garant. Ça a été le cas quand j'ai quitté le poste de directrice générale salariée à l'entrepreneur. Une paix que l'on ne peut pas rationaliser. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre pour répondre à cette question. Excellent. Merci beaucoup. Alassane, j'espère que ça répond à votre question. Tout est parti d'une intuition, de la foi et bien C'est d'autres ça. choses partagées. Souvent, on aimerait avoir une recette, il faut faire ci, il faut faire ça, mais dans mon cas, ce n'était vraiment pas un parcours prédéfini, mais une force de conviction, oui. Absolument. Et d'ailleurs, cette recette n'a pas marché pour quelqu'un d'autre, donc je suis tout à fait d'accord. Ok, super. Sawadogo, ok, sa question, quel conseil donnerez-vous à un jeune diplômé en ingénierie minière souhaitant intégrer votre entreprise? Mon entreprise, bon, déjà, pour quelqu'un qui a fait un diplôme en tant qu'ingénieur minier, donc l'ingénierie minier, et qui a mis ses études vraiment au sérieux et qui l'a bien terminé, moi, je lui conseillerais beaucoup plus de regarder les sociétés minières que mon entreprise, parce que là-bas, il y a vraiment un département qui est alloué à son profil d'expertise et d'études. Il y a le département du mining où il y a d'autres ingénieurs miniers. Il y en a qui ont déjà eu beaucoup d'expérience et qui pourront peut-être lui montrer comment grandir, quelle est la progression de carrière. Donc, c'est beaucoup plus les sociétés minières qui embauchent les ingénieurs miniers. Ceci étant dit, moi, mon entreprise, c'est une entreprise de forage minier. On n'a pas de profil d'ingénieur minier. Mais vous avez vu que je vous ai dit on peut commencer, on peut commencer dans les finances, arriver dans les mines, on peut avoir le diplôme de comptable et puis se retrouver en train de gérer les opérations pour dire que il est possible de faire des transitions et des transferts de compétences. Et mon expérience en est un exemple justement de transfert de compétences. Chez nous, si tu es intéressé à travailler, on a beaucoup plus des postes en lien avec le forage. Ça veut dire des foreurs, ça veut dire des aides-foreurs, ça veut dire des équipes mécaniques, techniques, des équipes d'électricité, et puis les départements support à nos opérations. Donc, les ressources humaines, l'administration, la finance, les achats, IT. Mais j'ai pas d'ingénieur minier au sein de mon équipe. Alors, si tu es ouvert à transférer, voilà, vers ces profils-là, ça pourrait être un pas intéressant, mais ce ne sera pas un poste d'ingénieur minier chez nous. Ok, je pense que c'est la réponse à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que dans les chats, il y a plutôt des compliments qui restent à votre égard. Madame Maryse, autrement, je ne vois plus de main levée, je ne vois plus de questions dans les commentaires, mais encore une fois, une minute pour voir si on aura des mains levées pour des questions éventuelles. Ok, donc une question vient de survenir dans le chat. Est-il possible de connaître combien génère votre entreprise approximativement, si ce n'est pas discret? Ok, il demande à savoir une estimation de votre chiffre d'affaires. Ça, c'est la question, j'allais dire un peu, pour être franche, que je ne réponds pas pleinement en conférence Mhm, parce que c'est très variable. Mais les états financiers sont certifiés et puis ça peut être public. Je l'invite à faire ses recherches. super, super. Bonjour Madame la DG, merci. On dit souvent d'investir ou créer sa propre structure au Burkina Faso. Cela est idéal, mais pour ceux qui, faute de moyens, ne peuvent pas investir pour le moment, quels conseils pouvez-vous leur donner si le choix est uniquement de travailler en tant que salarié collaborateur?
C'est une longue question, mais je pense que on va essayer de restructurer un peu. Donc, très simple, c'est de savoir par où commencer, si réellement il y a faute de moyens à investir. La question, c'est de savoir comment commencer l'entrepreneuriat, c'est ça? Non, ok, on dit souvent, je sais c'est un peu flou, on dit souvent d'investir de sa propre structure au Burkina est l'idéal. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens d'investir ou de créer leur propre structure, quel conseil est-ce que vous allez leur donner? Alors, deux conseils ici. Le premier, ça va être déjà, il faut peut-être pas forcément chercher à commencer grand. Je ne sais pas, c'est difficile de parler avec précision ici, mais c'est Chantal qui pose cette question. J'allais te dire, il faut pas chercher déjà à commencer grand, mais de commencer vraiment à une échelle qui te semble raisonnable. Et il faut progressivement bâtir en fait une économie qui va au moins servir de mise de fonds de départ parce que oui, il y aura des personnes qui vont croire en toi ou en projet et qui vont accepter de t'accompagner financièrement. Mais une chose est sûre, chacune de ces personnes ou de ces entités ou entreprises qui vont t'accompagner vont certainement demander à ce que toi-même, qu'est-ce que tu mets? Toi qui es le premier, celui qui met en place l'entreprise et qui construit. Quel est son propre apport? Et ça compte énormément pour les banques, tout comme pour tout investisseur, de voir qu'il y a eu un apport au démarrage par l'entrepreneur lui-même. Donc, en travaillant, si l'ambition est de devenir entrepreneur, il faut vraiment faire serrer sur soi. Ça exige ce sacrifice à un moment de progressivement bâtir une petite économie. Et dès qu'on sent qu'on est capable de commencer, il ne faut pas attendre que les étoiles soient alignées ou voir le grand projet, mais commencer à une échelle qui nous semble raisonnable et qui va progressivement générer des revenus supplémentaires qui vont nous permettre justement de grandir. Super, je pense que c'est la réponse à la question. Ok, quand on est Madame Sedogo, après avoir accompli tout ce que vous avez fait, quelle peut être la motivation pour vous voler vers d'autres aventures? J'allais dire, euh, peut-être que ça, quand j'entends, peut-être que ça paraît impressionnant ce que j'ai accompli et je mesure peut-être différemment quand j'entends tout ce que vous avez fait. Mais j'ai envie de dire que pour moi, ce qui compte, c'est réellement l'impact. Ce qui compte, c'est vraiment l'impact que j'aurais laissé. Donc, d'autres aventures impactantes. Oui, quand je parle d'impact, c'est vraiment de développer les personnes. C'est mon rêve, c'est de développer et de laisser quelque chose aux générations à venir. Que mes enfants, les enfants des collaborateurs ou des personnes que j'aurais impactées aient une entreprise ou une entité solide où ils peuvent eux aussi venir contribuer. Donc, je travaille beaucoup, je mets quand même de l'énergie dans ce sens et euh, j'espère que Dieu me donnera de voir cela. Absolument super. Ok, je pense que pour ne pas abuser du temps, vous avez déjà donné réellement en toute générosité beaucoup de votre disponibilité aujourd'hui. C'est un samedi. On ne va pas vous retenir davantage et je sais que les questions vont continuer à revenir. Donc, restez connectés avec nous et certainement dans les prochains jours, dans l'avenir, un avenir proche, on l'espère, on aura Maryse encore avec nous et cette fois-ci non seulement d'une façon virtuelle, mais également peut-être en présentiel dans notre locaux au Burkina Faso ou peut-être ailleurs lors d'un événement, autour d'une table, d'un panel. Ça sera un plaisir de vous avoir avec nous encore. Comme vous l'avez bien pu voir, vous avez pu inspirer plus d'un et ils sont déjà là à penser à une prochaine opportunité de vous parler, de s'engager, interagir avec vous et continuer à apprendre avec vous. Donc, ceci dit, alors que nous arrivons au terme de cette rencontre, je voudrais juste encore une fois adresser nos plus sincères remerciements à notre invité très spécial,
Merci, Maryse, pour votre générosité, votre disponibilité et toutes les précieuses leçons, toutes les précieuses leçons que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. Votre parcours est une preuve qu'avec de la vision, du travail, pas de la magie, du travail, de la persévérance, il est possible d'ouvrir de nouvelles voies et d'inspirer toute une génération. Et je sais que vous n'avez pas dit votre dernier mot, vous êtes toujours en phase de devenir et de construire davantage. Donc, on a hâte de tout ce que l'avenir réserve pour vous. Donc, je vous remercie chacun d'entre vous également pour votre présence, votre patience, votre participation active et vos excellentes questions. Cela nous a également permis d'apprendre davantage sur notre invité et d'aller encore en profondeur sur toutes les thématiques abordées et continuer à développer notre mindset sur vraiment tout ce qui est possible, les perspectives à avoir pendant qu'on évolue, que ce soit académiquement ou professionnellement. Donc, nous espérons que cette session nous aura apporté les idées, la motivation et les nouvelles perspectives pour votre parcours, c'est-à-dire vous, l'audience. Donc, n'oubliez pas de suivre les Leading Change Africa sur nos plateformes. Vous pouvez scanner le QR code sur l'écran afin de rester informé de nos prochaines activités, conférences, formations et opportunités. Donc, la rediffusion de cette session sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube et on va se rassurer de vous l'envoyer également via email pour ceux qui ont pu enregistrer comme pour assister à la rencontre. Donc, sur ce, merci encore Maryse. Prenez soin de vous. Continuez à devenir la meilleure version de vous-même, à faire l'impact que vous faites déjà, à nous inspirer, à inspirer votre communauté, tout le monde qui vous entoure. Donc, au nom de toute l'équipe de Leading Change Africa, merci du fond du cœur. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous avoir eus. Merci à tout le monde pour votre participation. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.